en avant. Voilà, les ordres sont donnés. Nous commençons avec 1 minute, 2 minutes d'avance, mais à un moment, on attend Frédéric. Voilà. Donc finalement, on aura peu. Ah, si Frédéric est là, oui. Moi, je vous suis encore. Vous voyez, c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, bien, re-bienvenue pour ceux qui nous rejoignent et bonne continuation pour ceux qui ont été avec nous. Nous allons maintenant attaquer, si je puis me permettre cette expression, la table ronde administration et association civile, avec le plaisir que nous avons à recevoir la présidente de cette table ronde, Madame Frédérique Naudufour, professeure agrégée d'histoire et docteur en histoire, que vous allez avoir plaisir et honneur à écouter. Frédérique, bienvenue, sous les applaudissements néanmoins toujours enjoués du public éveillé par vos soins. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors il me revient la très difficile tâche d'introduire cette deuxième table ronde. Tâche difficile parce que nous sommes après le déjeuner, je sais que c'est une heure assez tragique pour l'attention des unes et des autres, donc je vais essayer de vous maintenir en éveil avec l'aide des personnes qui vont intervenir dans cette table ronde. Cette table ronde, elle visait à présenter 15 institutions civiles qui ont été décorées de la Croix de guerre, ce qui est un peu une gageure, et il va de soi qu'on ne peut pas présenter ces 15 institutions qui sont très variées, puisqu'on a trois représentants des corps de la douane parmi eux au titre de la Première Guerre mondiale, 2 croix de guerre pour Belfort, une croix de guerre pour le corps de douanier de Longwy. On a une croix de guerre pour la Première et la Seconde Guerre mondiale qui ont été attribuées à la préfecture de police de Paris pour les combats notamment de la libération de Paris en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. 4 institutions religieuses, Notre-Dame des Dombes, l'abbaye Notre-Dame de Guingamp pour sa participation à la résistance et qui a servi d'asile également à des persécutés et à des caches d'armes. L'institution Jeanne d'Arc de Hué, qui a reçu la Croix de guerre au titre des opérations extérieures en 1948, et les Augustines de Malestroit. Également 2 établissements de santé, la Croix-Rouge française au titre de la Seconde Guerre mondiale et l'hôpital américain de Paris, également au titre de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, 6 unités de sapeurs-pompiers qui ont reçu cette croix de guerre à la fois pour la Première Guerre mondiale, c'est ce qui concerne notamment la ville de Verdun, le corps des sapeurs-pompiers de Verdun, et puis pour la Seconde Guerre mondiale, on a toute une liste que je vous cite parce que je trouve important de rappeler les noms de ces unités de sapeurs-pompiers, notamment le corps de sapeurs-pompiers d'Abbeville pour les bombardements qui ont lieu sur cette ville en 1940, celui d'Amiens, celui de Bordeaux qui a subi 7 bombardements en 1940 et encore 6 de 1941 à 1943, celui de Romans qui a mis à la disposition de la résistance un certain nombre de groupes francs, dont 30 hommes qui vont rejoindre le maquis du Vercors, et puis celui de Chartres qui a lutté contre les incendies et pour le sauvetage des gens dans la ville. Alors, comment choisir parmi toutes ces institutions, parmi celles qu'on va vous présenter aujourd'hui? Eh bien, il y a d'abord eu une volonté de représentativité, c'est-à-dire d'avoir quand même un échantillon qui représente ces différentes institutions. Donc on a ici représenté à peu près toutes celles que j'ai citées, sauf la préfecture de police de Paris qui n'est pas présente. Ensuite, je dois dire que ce choix s'est effectué aussi, comme bien souvent, par des affinités humaines. Et ce matin, on a parlé du côté très humain, très sensible de cette mémoire. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui a parfaitement joué, puisque constituer cette table ronde avec des gens que je ne connaissais pas auparavant, ça a été une histoire de rencontre, et de rencontre avec des gens passionnés, qu'il s'agisse, tous le sont, mais qu'il s'agisse par exemple de John Crawford, qu'on va voir tout à l'heure, qui porte cette mémoire de l'hôpital américain de Paris, ou du général Berthoin, qui a consacré une grande partie de sa vie, et qui consacre encore une partie de sa vie à faire connaître l'histoire et les traditions, la mémoire des sapeurs-pompiers. Et puis ensuite, ça s'est fait également par capillarité, si je puis dire, puisque mes fonctions, par exemple, de présidente du conseil scientifique de la Mémorial national de la prison de Montluc, font que j'ai eu un intérêt particulier pour l'histoire de l'abbaye Notre-Dame des Dombes, qui est située pas très loin de Lyon, et surtout dont l'un des principaux protagonistes, le père Bernard, est passé par la prison de Montluc avant d'être déporté vers Buchenwald. Et donc, par conséquent, j'ai immédiatement pris contact avec un de mes collègues historiens de l'Ain pour qu'il vienne nous parler de cette histoire. Donc, vous voyez que cette table ronde, elle va être un assemblage assez composite d'institutions qui sont marquées par de fortes spécificités,
qui ont chacune une histoire très particulière, une histoire qui leur est propre, et qui a souvent précédé de très très longtemps la remise de la Croix de guerre. La Croix de guerre arrive souvent bien tardivement dans l'histoire d'institutions qui sont installées parfois depuis plus d'un siècle. Donc parmi ces institutions, comme je vous l'ai dit, nous aurons l'hôpital américain de Paris, qui a été fondé en 1906 et qui a, grâce à des dons, pu acheter un terrain à Neuilly et qui a été inauguré en 1909 et qui va jouer un rôle crucial à la fois pendant la Première Guerre mondiale et à la fois pour la Seconde Guerre mondiale, au titre de laquelle il reçoit cette croix de guerre. Ce qui est fascinant dans cette histoire, comme dans toutes celles des institutions que l'on va rencontrer à présent, c'est la présence de figures humaines particulièrement notables, et on l'a vu ce matin aussi, cette croix de guerre, elle récompense des institutions, mais derrière elle, il y a des personnes qui sont absolument bouleversantes. On peut citer l'un d'eux, mais les communicants le feront tout à l'heure aussi. Je pense à Thierry de Martel, qui a été un des pères de la neurochirurgie, et qui a d'ailleurs connu la Première Guerre mondiale, et qui va se suicider lorsque les Allemands occupent Paris, pour montrer un petit peu l'engagement et la conviction des personnes qui travaillaient dans cet hôpital. Hôpital américain de Paris, vous le verrez également, une spécificité forte qu'il partage avec la Croix-Rouge française, qui est l'importante présence des femmes, que je tiens particulièrement à saluer et à souligner, au travers des figures des ambulancières et des infirmières. Et puis également, on va le voir, une attitude de cet hôpital d'une parfaite rectitude pendant toute la guerre, ce qui n'était pas aisé en raison de questions diplomatiques, puisque les États-Unis, pendant toute une partie de la guerre, n'étaient pas engagés dans ce conflit. Et donc pour les Américains de l'hôpital américain de Neuilly, il y avait quand même une position assez délicate à trouver, mais ils vont refuser systématiquement de soigner, d'accueillir des Allemands au sein de leur hôpital. Donc là, on a une prise de position tout à fait originale, qui d'ailleurs se reflète dans la citation de leur croix de guerre, puisqu'elle récompense à la fois l'institution, Hôpital américain de Paris, et plusieurs personnes qui sont nommément citées dans cette citation, dont une femme, mais également des médecins, des infirmiers, des administrateurs. La seconde institution qui va venir ici aux côtés de l'hôpital américain de Neuilly, c'est l'administration des douanes, qui a été créée en 1791 et qui s'est dotée d'un corps militaire en 1831. Et là, on va plonger avec cette institution dans la bataille des frontières de 1914. Parce que moi, je ne connaissais pas vraiment cette histoire, mais les douanes ont pris part de manière extrêmement impliquante au combat des frontières de août et septembre 1914. Elles ont été mobilisées. Cette frontière, c'était vraiment le rempart à défendre. Et donc, très symboliquement, on va retrouver, par exemple, dans des territoires comme Belfort, à la frontière, le premier militaire français qui a été tué lors de la Première Guerre mondiale, le 2 août 1914, avant même le déclenchement d'ailleurs, et puis le premier cessez-le-feu de cette première guerre qui est sonné également par un habitant du territoire de Belfort. Et donc on va vous raconter l'histoire des rudes combats menés par les bataillons douaniers, pas seulement dans les villes qui ont reçu la Croix de guerre. Il faut rappeler aussi que ces douaniers, ils ont combattu à Maubeuge, ils ont combattu à Givet, à Montmédy, et donc également à Longwy et Belfort, que l'on va présenter plus particulièrement ici. La Croix-Rouge française sera la troisième institution présente dans cette première partie. Donc cette Croix-Rouge française que l'on connaît assez bien, qui est désormais une institution très présente parmi nous, qui a été créée en 1864 pour porter au secours aux personnes, et qui va jouer, et qui joue toujours un rôle d'auxiliaire auprès du service de santé des armées, et qui joue un rôle crucial d'ailleurs dès la guerre de 1870, et plus encore, bien sûr, lors de la Première Guerre mondiale, où sont engagées 68 000 infirmières. Cette Croix-Rouge française est récompensée de la Croix de guerre, décorée de la Croix de guerre au titre de la Seconde Guerre mondiale, avec une citation qui est très, très belle, hein, qui dit « Son effort fut supérieur à ce qu'il avait pu être jusqu'alors, et en particulier pendant les opérations du débarquement en Normandie, en Provence, puis au cours des combats successifs de la Libération. » Et notamment, et ce qui ajoute aussi une autre dimension, lors du rapatriement des prisonniers et des déportés.
Donc, un grand nombre de membres de la Croix-Rouge française sont morts pour la France, 414, avec des figures, là aussi, il y en a toute une liste, mais des figures absolument bouleversantes. On peut penser par exemple à cette aide médico-sociale qui travaillait aux urgences de la Croix-Rouge en 1944, Madeleine Brisset, qui fut tuée le 25 août 1944 lors de la libération de Paris, à l'angle de la rue de Rivoli et de la place de la Concorde, pour sauver un FFI blessé. Dans une deuxième partie, nous accueillerons à cette table les représentants, le général Berthoin qui représentera donc la mémoire des pompiers, des unités de sapeurs-pompiers qui ont joué un rôle crucial dans un grand nombre de batailles, et là notamment en tant qu'intervenant, en tant que délégué pour la mémoire du centenaire, pour faire valoir cette mémoire des pompiers. Le général nous dressera l'action qui fut la leur à Verdun, bataille emblématique s'il en est, qui a fait s'impliquer les pompiers de manière extrêmement importante pour éteindre les incendies, sauver les personnes, avec là aussi des figures, et je pense qu'il nous parlera de celle de Paul Martin, chef de corps des pompiers de Verdun, engagé volontaire, et qui a donc mené ses hommes sur ce front particulièrement éprouvant, et dont, là aussi on parlait des archives ce matin, miracles parfois qui peuvent survenir dans les archives, dont on a retrouvé les carnets de notes dans les greniers de la ville de Verdun, de la mairie de Verdun, et qui permettent d'avoir au jour le jour le récit de cette bataille. Et nous aurons à ses côtés un représentant d'une autre mémoire, celle d'une abbaye, l'abbaye Notre-Dame-des-Dombes dans l'Ain. Et là aussi, on va être confronté à un paradoxe qu'on a déjà effleuré ce matin au travers du cas des écoles. C'est comment une abbaye, qui est par définition un lieu de paix, un lieu de prière, un lieu de sérénité, de non-violence, comment une abbaye peut-elle recevoir la croix de guerre? Pourquoi l'a-t-elle reçue? Qu'est-ce qui explique cette décoration très spécifique, très orientée vers le courage, vers l'engagement? Eh bien, nous verrons avec Renaud Fogola qu'elle est liée à l'implication très étroite de cette abbaye dans la résistance du village où elle se trouve, le village de Marlieu, avec un personnage qui est le père Bernard, qui était l'économe de l'abbaye, qui va vraiment s'impliquer dans cette résistance, cacher du matériel, abriter des personnes, qui va chapeauter un réseau de fabrication de faux papiers. On parlait ce matin de ce qui avait motivé ces différentes personnes dans les écoles, ces élèves, à s'engager de cette façon-là. On a utilisé le mot patriotisme, et je crois qu'on le retrouve aussi dans ces différents exemples. En tout cas, on a ce fameux témoignage du père Hermann dans l'abbaye qui rétorque aux Allemands qui viennent fouiller l'abbaye et qui découvrent qu'il y a des caches, ou qui subodorent qu'il y a des caches de matériel, et qui leur rétorque: un monastère est certes un asile de paix, mais il demeure français. Donc là, on voit très bien cette dimension. Et puis, cette abbaye, Renaud Fogola nous le racontera, a été victime d'une très grande brutalité, une très forte répression qui va se traduire par la mort de plusieurs de ses membres, ce qui est également une chose tout à fait spécifique pour une abbaye. Alors, au-delà de toutes ces disparités, de ces particularités que je viens de vous présenter, je voudrais insister sur les points communs qui réunissent les 5 institutions que je vais présenter cet après-midi, qui vont vous être présentées par leurs représentants. Il y a d'abord 2 valeurs cardinales, qu'on le retrouve d'ailleurs dans les écoles ou dans les différentes entreprises qui ont reçu la Croix de guerre. C'est d'abord l'engagement de chacun des membres de ces institutions. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est le service à autrui. C'est cet altruisme qu'on retrouve à l'hôpital américain, qu'on retrouve à la Croix-Rouge, qu'on retrouve à l'abbaye, qu'on retrouve chez les pompiers, bien entendu. De façon assez logique d'ailleurs, on remarque une interaction entre ces 5 institutions. Par exemple, la Croix-Rouge, alors c'est la Croix-Rouge américaine, pas la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge américaine a aidé l'hôpital américain de Paris en 1939 sur le plan financier et logistique. Autre exemple, on va vous parler des douaniers, du rôle des douaniers dans la défense de Longwy. On va voir que les sapeurs-pompiers à Longwy, là aussi,
vont être à leur côté en 1914 pour sauver les habitants de cette ville. Et puis ce matin, on évoquait avec l'école des Chartes, le responsable de l'école des Chartes montrait les protestations des élèves de l'école contre la destruction de la cathédrale de Reims, puisqu'ils étaient très impliqués dans la sauvegarde de ce patrimoine. Eh bien, rappelons là aussi que les sapeurs-pompiers de Reims ont eu un très grand rôle pour protéger les vitraux de cette cathédrale qu'ils ont placés dans les caves de leur caserne. Un autre aspect mérite attention, et j'espère qu'on aura le temps d'y revenir dans les débats, c'est celui de la mémoire et de la façon dont elle est ou non entretenue par ces différentes institutions. Et on a vu ce matin avec les écoles qu'il y a une vraie volonté de porter cette mémoire. Il y a des cas où cette mémoire, elle a du mal à se faire reconnaître parce qu'il y a des choses qui ont disparu. On a parlé ce matin de la difficulté de retrouver les archives. Par exemple, à l'hôpital américain de Paris, on ne sait pas, je crois, où est passée la croix de guerre. C'est-à-dire que physiquement, on a du mal à la retrouver. Voilà, là, alors qu'à l'école des Chartes, elle est présentée dans l'entrée. Là, il y a un petit mystère. On a du mal à retrouver ça. On a des incongruités. Par exemple, pour les douaniers, les douaniers du territoire de Belfort ont reçu 2 croix de guerre en 1915. Elles n'ont jamais été remises officiellement à ce corps et il a fallu attendre 1997. 2017 que je dis. C'est bien, je vérifie qu'ils ne dorment pas. Donc 2017, je vais corriger pour ne pas, excusez-moi. Donc c'est encore pire en fait. Voilà, c'est encore pire. Donc 2017 pour qu'elle soit accrochée. Et tous les ans, cette mémoire est entretenue avec une cérémonie à l'Arc de Triomphe, avec le drapeau, etc., le jour notamment de la Saint-Matthieu, qui est le patron des douaniers. Et j'ai appris à cet égard que Matthieu était le patron des douaniers parce qu'il était le percepteur. Voilà, exactement. Il était le percepteur des impôts pour Hérode. C'est bien ça. C'est ça. Et puis, on voit ce même entretien de la mémoire, cette même volonté d'entretenir la mémoire à la Croix-Rouge, hein, qui fait également un certain nombre de cérémonies très régulièrement, et bien sûr chez les sapeurs-pompiers, où elle est vraiment mise en exergue, et je pense que vous pourrez raconter, Général, tout ce qui a été fait autour du centenaire, notamment à Verdun, lorsque tous les jeunes pompiers de France ont été réunis par la Fédération nationale des pompiers pour venir à Verdun en hommage à leurs prédécesseurs, et une exposition a été créé à ce moment-là, et un projet de musée est en cours à Saint-Mihiel. Et puis enfin, il y a le cas très particulier de l'abbaye, puisque nos moines cisterciens ont fait vœu de silence, et par conséquent, la transmission d'une mémoire dans le silence est une chose assez compliquée, et finalement explique que cette histoire soit si peu connue, et même méconnue, et je crois savoir, ce que Renaud Fogola me l'a dit tout à l'heure, que cette abbaye Notre-Dame-des-Dombes n'est même pas très présente sur le site des croix de guerre. Il faudrait vérifier ce qu'il en est, je n'ai pas fait attention, mais voilà, ils ont tendance à se fondre comme ça dans leur humilité et dans leur discrétion. Mais néanmoins, cette histoire, elle est bien là, et je crois que l'intérêt du colloque qui se tient aujourd'hui, c'est une étape fondamentale dans ce processus à la fois de reconnaissance mémorielle de chacun, mais aussi, et c'est ce qui m'a frappé ce matin lors de la table ronde, d'essayer de coordonner ces efforts, parce qu'il y a des points communs entre ces institutions et qu'il serait particulièrement judicieux qu'elles se réunissent, qu'elles se rapprochent, peut-être sous l'égide de cette association des croix de guerre, pour porter cette mémoire spécifique. Donc je vous remercie beaucoup. Et je vais inviter maintenant à venir s'installer ici Madame Helen Hampton, qui est historienne, avec Monsieur John Crawford, tous les deux représentants de l'hôpital américain de Paris, Monsieur Roland Giroir pour l'association pour l'histoire de l'administration des douanes, voilà, et enfin Madame Virginie Alauzet, qui est responsable du système de gestion des documents et des archives de la Croix-Rouge française. Et nous allons commencer cette table ronde avec l'hôpital américain, M. John Crawford, qui est un des gouverneurs.
Oui, de l'hôpital américain de Paris. Donc je rappelle qu'on est nombreux dans la table ronde, donc on va essayer de tenir les délais. Et donc je remercie chacun des intervenants de parler une quinzaine de minutes. Et puis après, ce que je propose, c'est qu'on ait des échanges avec la salle après cette première partie, avant de faire venir sur scène l'abbaye et les pompiers, si ça vous convient. Voilà.